Donc je m'appelle Christine, j'ai 75 ans et je suis ici depuis une quinzaine d'années. Donc d'abord en camping on va dire et puis habitante. Et je crois que j'ai tout dit. Je vais continuer. Roger, j'ai 76 ans et je suis là depuis 5 ans. Ça va faire bientôt 5 ans. Voilà. Arnaud, j'ai 42 ans, je suis là avec ma famille, donc ma femme et mes 2 enfants depuis 3 ans et demi, et nous sommes, ma compagne et moi, boulangers au sein du hameau. Je suis Françoise, j'ai 73 ans et j'habite sur place depuis maintenant 13 ans. 2 ans et demi dans une yourte et depuis donc plus de 10 ans maintenant dans ma maison. Yolène, j'ai 48 ans et nous sommes venus ici en famille avec donc mon conjoint et nos 4 enfants. Nous sommes là depuis 5 ans et ce que je fais aujourd'hui, je suis essentiellement maman et juriste. Et Mélanie, moi je suis arrivée il y a 1 an et demi au hameau, donc j'habite dans la partie Caroucaillou, donc plus dans les habitats légers. Et je m'occupe du maraîchage et depuis 8 mois des chèvres, de la chèvrerie. Et j'ai 32 ans. Oui, parce qu'on est dans un endroit superbe, en bordure du bois de paille-olive, sur un plateau qui domine la vallée du Chassac, qui est un affluent de l'Ardèche. Donc c'est un endroit absolument superbe, avec une végétation, on va dire, quasi méditerranéenne, et un climat très agréable. Accessoirement, on est au hameau des Buis, éco-village du Sud Ardèche. Voilà, donc un éco-village composé d'une vingtaine de maisons bioclimatiques et du quartier Caroucaillou qui est plus composé d'habitats légers, de cabanes et d'héritage de l'époque du chantier. Je voudrais ajouter aussi que le hameau des Buis, pour moi, c'est pas du tout une bulle dans l'univers. Nous sommes membres de réseaux d'éco-villages, que ce soit le réseau des oasis en France ou le réseau des éco-villages européens. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est important parce que nous nous sentons reliés en fait à ce mouvement-là. La commune de Berrias, elle fait partie du parc national des Cévennes, alors qu'en fait on est tout près du parc de la Châtaigneraie et aussi tout près du parc des Monts d'Ardèche. Donc on fait partie d'un parc national et on est tout près de 2 parcs régionaux. En fait. C'est assez bizarre parce que on n'est pas dans les Cévennes en réalité. Géologiquement, on est sur le plateau du Bas-Vivarais, sur un karst. Alors que les Cévennes, c'est complètement autre chose. Et c'est juste de l'autre côté de la plaine de Berrias. Et au niveau paysage, moi je rajouterais qu'on est au-dessus de falaises qui surplombent le Chassezac, donc la rivière du Chassezac. Donc on a la chance d'avoir un très beau paysage. Mais du coup, on a un sol qui est un peu rocailleux. Le maraîchère qui parle. Ouais. Un peu rocailleux et sans source en plus, puisque Voilà, quand on est sur un karst, on n'a pas de source. Comptons-nous. La plus grande partie des adultes sont des retraités. Il y a des actifs aussi, il y a quelques enfants et ados. Et la dernière fois que j'ai compté, on était 44, je crois, un truc comme ça, mais ça varie. On est aussi un lieu de passage, il y a des périodes où on a plus de woofers, de bénévoles, donc ça dépend aussi de l'année. Moi je trouve ça assez fluctuant finalement. Moi j'avais compté une fois, on était 60. Donc ça dépend des moments de l'année. On va dire qu'on si on vous compte en ce moment, on n'est pas on va dire qu'on est entre 40 et 60. Quoi. Ouais, c'est ça. Et une dizaine d'enfants. Et une vingtaine de chèvres. On n'a pas compté les rats. Non. Alors, si on commence à compter les sangliers, les blaireaux, on n'a pas fini là. Comment ça fonctionne au quotidien, un hameau avec une 50aine d'habitants, 10 enfants, 20 chèvres et des rats?
Ça fonctionne pas différemment d'un autre endroit. C'est-à-dire que c'est pas révolutionnaire de vivre dans un éco-village. C'est pas une vie à part par rapport au reste de la population. Comme le disait Françoise, c'est pas une bulle ici. Donc on vit comme tout le monde. Il y a ceux qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui vont travailler. Il y a ceux qui sont à la retraite, qui se lèvent le matin et qui se recouchent. Non mais voilà, chacun a un rythme de vie qui correspond au rythme de vie de tout le monde en France. Donc le quotidien est vraiment pas extraordinaire. Les particularités, c'est que on vit de la manière la plus écologique possible. Donc il y a quelques petits actes du quotidien qui sont modifiés par rapport à d'autres personnes. Et sinon, ce qui est vraiment différent, c'est que on est comme dans un quartier où tout le monde se connaît, dans un tout petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde s'entend bien. Et c'est là que ça rajoute une âme supplémentaire par rapport à un autre lieu. Aussi qu'on le gère, que c'est un lieu qui est géré par nous qui l'habitons. Donc ça, je vois la grande différence. Et au niveau des enfants, en tant que maman, pour moi, je me sens en pleine sécurité avec mes enfants qui vivent chacun complètement leur vie, à leur rythme et en liberté, qui vont être en interaction avec des animaux, des voisins, des enfants, la nature, qui vont parfois manger chez les uns les autres. En fait, c'est comme si leur maison, notre habitat était très très large. Plus que dans un autre village, on cherche à mutualiser le maximum les moyens qu'on a, que ce soit l'électroménager, l'outillage, l'assistance, ou l'aide, le soutien aux uns et aux autres, et en particulier aux personnes qui ont plus de besoins que d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose que nous essayons de vraiment organiser. Et aussi, je crois que ce qui peut nous distinguer d'un autre village, c'est qu'on s'est tous engagés à respecter un certain nombre de valeurs. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que dans le parcours d'inclusion pour nous rejoindre, il y a un certain nombre de choses qui sont écrites et que tout le monde s'engage à respecter, pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde. Pour moi, il y a quand même, par rapport à un autre endroit où on peut habiter classiquement, on a quand même beaucoup plus de temps collectif et on se connaît mieux individuellement, je pense. Il y a une plus grande écoute, en fait. On peut avoir un soutien du groupe si on va pas bien, ou si on va bien, on peut l'éparpiller auprès des autres si on y arrive. Et il y a quand même plusieurs temps collectifs. Par exemple, il y a 2 marchés par semaine, il y a des matinées solidaires, il y a des temps au jardin aussi en commun. Et après, sur les peut-être plus au niveau des habitats légers, nous on utilise une cuisine et salle de bain collective, donc c'est vrai il y a quand même une vie tous les jours si on veut, on peut être avec d'autres gens et c'est un côté, si on est dans un appartement en ville, qu'on aura beaucoup moins facilement, quoi. Pour une personne retraitée, ici on a la chance énorme d'être en contact presque intime avec tous les âges. On se sent vraiment pas du tout, mis à l'écart en quelque sorte. Il y a vraiment une fluidité de contact avec des âges très différents que j'avais pas vécu lorsque je n'habitais pas ici et que j'étais quand même déjà retraitée. Et ça ne concerne pas que les retraités. C'est-à-dire que les enfants ont le bonheur aussi d'avoir des copains de tous les âges. Je prends l'exemple de mon fils Marius, qui a 8 ans, dont un des meilleurs copains, c'est Roger. Je rappelle pas ton âge, je vais être sympa. Voilà, et moi de la même manière, je suis copain avec des personnes de 70 ans ou plus, j'aurais jamais envisagé ça. Donc au quotidien, c'est vraiment très sympathique. Mais c'est des choses au quotidien qui sont basiques, qu'on intègre assez facilement, très rapidement. Moi, ça fait 3 ans que je suis là, et je me dis, c'est la façon normale, naturelle de vivre. Et c'est vrai que j'ai oublié, comme je pouvais vivre avant, à pas connaître mes voisins, ou à juste se dire bonjour dans l'ascenseur.
Ici, on a vraiment une grande convivialité, une facilité à mettre en pratique nos valeurs. Et c'est vrai que tout ça, ça demande beaucoup d'organisation puisqu'on est nombreux. Et donc on y passe pas mal de temps à s'organiser. Mais voilà, de manière démocratique, ça ne gâche rien. À propos de notre organisation, moi j'apprécie particulièrement que c'est une autogestion, auto-organisation qui m'a fait vivre concrètement ce qu'est une démocratie, quoi. Et que c'était très important pour moi quand j'ai choisi de venir ici, c'était par rapport à des engagements citoyens et au souci d'essayer de vivre mes valeurs et mes principes qu'en tant que petit bourgeois, je ne vivais pas forcément dans ma vie avant, quoi. Et ici, vraiment, j'ai vécu ça, ça a été une des raisons de mon choix, et on vit ça quotidiennement. Et même, j'ai découvert ce que c'était vraiment que la démocratie. Je ne savais pas. Il faut dire que dans notre pays, c'est pas trop la démocratie, hein, mais moi, je ne peux pas m'empêcher. Mais vraiment, concrètement, je vis ça ici, dans l'auto-organisation, dans l'autogestion du lieu, à travers nos réunions hebdomadaires. Ouais, c'est passionnant et je m'ennuie pas, quoi, hein. Je suis perpétuellement en train de vivre concrètement ce qui jusque-là était relativement abstrait, quoi. Moi, je me rends compte aussi que de vivre ici, ça m'a permis de continuer à apprendre plein de choses. Des choses que j'avais jamais abordées. Mais en ce moment, c'est la comptabilité, par exemple. J'imaginais pas du tout qu'un jour, je me mettrais à ça. Mais il y a eu plein d'autres choses. Enfin, c'était aussi, pendant pas mal d'années, je me suis investie dans la chèvrerie. Un peu moins depuis quelques temps parce que j'ai une incompatibilité d'humeur avec le bouc, mais ça c'est pas très grave. Mais bon, voilà, c'est des choses, c'est vraiment une occasion de continuer à apprendre et de continuer à vivre dans une dynamique qui est difficilement imaginable dans d'autres circonstances. Et je m'en suis aperçue aussi au niveau des langues, par exemple. Je me suis remise à l'anglais ou à l'espagnol parce que la situation et les activités du hameau m'invitaient à me replonger dedans. Donc ça, c'est quand même extraordinaire quand même. Voilà, j'apprends un peu moins vite qu'il y a quelques années, mais je vois que ça le fait quand même, quoi. Et ça, c'est génial, quoi. C'est une dynamique. Enfin, je sais pas, si j'essaye d'imaginer la génération de mes parents à l'âge que j'ai maintenant, je vois pas qu'ils avaient ces opportunités-là de continuer à avoir une vie d'apprentissage et de découverte. Moi, j'ai aussi beaucoup appris grâce aux enfants. Quand on a repris la chèvrerie, donc c'était en juin dernier, en fait on a presque été formés par la fille de Yolène qui habite quasiment dans la chèvrerie, hein. Et du coup nous on avait un peu quelques connaissances sur les chèvres, mais finalement c'est elle qui savait nous dire, ah il y a tel chèvre qui a tel problème, c'est bizarre, et ah pour la traite on faisait comme ça, ou voilà. Donc finalement c'est les enfants qui nous transmettent aussi. Et aussi, des fois, ils reposent des questions sur des choses qui ont l'air assez simples ou qui se font d'elles-mêmes, en fait. Et le fait qu'on ait ces questions-là, on se re-questionne, on cherche, attends, non, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça et je trouve que ça permet d'apprendre et d'évoluer dans ce qu'on fait sur des choses où on se pose même plus les questions. Voilà. Donc ça va dans les deux sens, quoi. Opportunité pour les enfants, donc d'expérimenter très très largement et aussi d'être complètement autonome. Donc Maëlle, dont on vient de parler, quand elle avait 10 ans, elle s'est prise de passion pour les chèvres et tous les matins, elle s'est réveillée à 6h pour aller à la traite. Alors que nous sommes une maison de lève-tard, donc c'était la seule à mettre son réveil, à s'habiller, à aller... elle revenait à 8h30 et donc c'était son activité, c'est venu d'elle et elle l'a fait ça avec persévérance pendant des mois et des mois. Et elle attend avec impatience que ça recommence, parce qu'elle avait la trêve.
comment un village comme ça fonctionne. Vous parliez d'outils tout à l'heure. Comment vous faites pour communiquer entre vous, pour prendre des décisions comment ça marche? J'ai commencé par un espèce de principe de base parce que ça fait partie des apprentissages. On était là-dessus là, tout à l'heure. Ça fait partie des apprentissages que je suis en train de faire. Notamment, la base, c'est ce qu'on appelle la CNV, hein, c'est bien ça, la communication non violente, mais que surtout il y a un type de relation fondée sur l'écoute active, le non-jugement, l'accueil. Et bon, j'ai eu un peu de mal avec ça au début, parce que je suis assez réactif, et donc j'ai eu un peu de mal, mais j'ai été tranquillement, le groupe m'a appris, enfin, par des observations, et puis par imitation, enfin aussi, j'apprends ça. Donc ça, c'est un des principes fondamentaux. Bon, après, il y a toute une organisation, mais je ne veux pas monopoliser là-dessus, parce qu'on va pouvoir développer ça, quoi, les uns ou les autres. Je sais pas, il y a Arnaud qui a un petit peu la maîtrise du système. Ouais, c'est-à-dire qu'on a les outils de base qui nous permettent de nous entendre. Donc chacun est libre dans sa parole, sait qu'il va être écouté correctement. Et ensuite, on a une façon de se parler lorsqu'on est en réunion de travail qui respecte bien la parole de chacun. Donc, c'est pas le brouhaha, c'est pas la foire d'empoigne. Du coup, à partir du moment où on a ces bases-là, où on a une vraie qualité de discussion et d'écoute, on peut ensuite mettre en place des outils de gouvernance. Alors, à la base, au Hameau des Buis, la gouvernance, c'était une réunion décisionnelle par mois qui regroupe la totalité des habitants. Toutes les décisions sont prises dans ce lieu-là, une journée par mois. C'est très bien parce que tout le monde est là et tout le monde peut s'exprimer et il y a une transparence totale. Nous, on y a trouvé des grosses limites, et notamment le fait que ces réunions sont extrêmement longues, extrêmement intenses et relativement démotivantes pour qui n'est pas intéressé par un sujet qui va être traité. Et on peut passer 3 heures sur un même sujet. Et parfois, c'est assez démotivant de voir qu'on passe 3 heures à essayer d'élaborer une décision et au final, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de consentement et on n'arrive à rien. Et donc, on a décidé de s'organiser par groupe de travail thématique. Et les groupes sont de composition libre. Ceux qui sont intéressés peuvent rejoindre le groupe de travail. Et donc, on a un groupe qui va fonctionner sur les relations humaines, qu'on appelle le groupe précieux facteur humain. On a un groupe qui s'occupe plus des choses très matérielles du quotidien, c'est le groupe vie pratique, qui va gérer les bricolages, les outils, les aménagements, les choses comme ça. Enfin voilà, on a 5 groupes différents comme ça qui vont attaquer toutes les thématiques de vie au sein d'un éco-village. Et dans ces groupes, les décisions sont prises au consentement. Aujourd'hui, on est encore en train de travailler sur notre gouvernance, mais les décisions sont prises au consentement, c'est-à-dire qu'une décision est prise uniquement si personne ne s'oppose à ce que la décision soit prise. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément d'accord, ça veut dire qu'il ne s'oppose pas. Donc on peut être contre une prise de décision, mais ne pas s'opposer, parce qu'on peut vivre avec. Et c'est le principe de base pour toutes les prises de décision ici. On a des gérants au sein du Hameau des Buis, mais ce sont des gérants qui ne sont que des prête-noms qui doivent apparaître sur le cabis pour ce qui concerne la société civile du Hameau des Buis, mais ce n'est pas les chefs. Donc c'est des membres du groupe comme d'autres, et le pouvoir est détenu au niveau du groupe général, avec ces différentes émanations, ces petits groupes thématiques, et on se retrouve tous les mois, tous, pour une réunion, on va dire plénière, qu'on a décidé d'appeler les réunions mensuelles. Tous les habitants se retrouvent pour faire le point sur ce qui a été fait dans le mois écoulé. Et comme ça, on s'assure qu'il y a bien un partage des connaissances et une transparence de ce qui se passe au hameau vis-à-vis de tout le monde. Après, on a un moyen de communication qui est sûrement à revoir, mais c'est les mails. On a tous les jours des mails, on se passe beaucoup d'informations par ce moyen-là.
Donc on a la chance d'avoir des retraités qui sont dans le digital aussi. Quasiment tous les habitants en tout cas. Il y a peut-être 2 personnes voilà, qui il faut faire passer les infos après. Mais voilà, on utilise beaucoup les mails. C'est d'ailleurs problématique aussi quand même. Ah oui, Parce oui. que, en fait, il y a des différences de génération dans la maîtrise de l'outil quand même. Hein. Donc, et peut-être que le système serait à revoir un peu parce que on ne l'utilise pas de façon, à mon avis, complètement satisfaisante, de façon satisfaisante. Mais bon, mais comme on a quand même l'occasion de se voir souvent et de se parler directement, bon, c'est pas trop grave, quoi. Enfin, Arnaud, dans ce qu'il a présenté, je disais que, en fait, le fait de décider au consentement, moi, ça m'a beaucoup impressionné quand je suis arrivé ici. D'ailleurs, je disais à l'époque, ah là, j'ai trouvé enfin une hyper-démocratie. Si on ne vote pas, on décide au consentement. Donc j'étais vraiment impressionné. Et encore récemment, j'ai compris ce que c'était que en fait, la véritable démocratie, c'est le pouvoir de l'intelligence collective. Parce que c'est dans ce type de décision qu'émergent vraiment des décisions un peu, parfois inattendues, enfin créatives en tous les cas. C'est pas forcément ce qu'on attendait, mais c'est quelque chose d'original. Et c'est ça qui est au pouvoir, quoi, hein. On s'empare de ce qui émerge du groupe. J'ai beaucoup lu, c'est une de mes passions, hein, la philosophie politique, tout ça, ça reste une de mes passions. Mais là, dans le concret, je comprends enfin tout ce que j'ai lu pendant 40 ans. Je le comprends vraiment, en vécu, quoi. C'est à mon avis important pour que n'importe quel type, quelles que soient les organisations, les groupements, la structure qu'on va mettre en place, il faut qu'on s'approprie les processus de décision comme ça. Et ça nécessite pour chacun d'entre nous un apprentissage, hein, parce qu'on n'a quand même pas appris ça jusque-là, quoi. Ah, j'ai l'impression que je vieillis pas comme un vieux con, quoi. Voilà. On a vu que dans notre histoire que les modes de fonctionnement en grand collectif, c'est usant. On a vu que les modes de prise de décision par petits groupes, il y a un risque que certaines personnes ne se sentent pas respectées, parce qu'elles n'ont pas pu assister à une réunion, leur avis n'a pas été pris en compte, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis la crise au Hameau des Buis, donc il y a 2-3 ans, on a eu tendance à couper complètement avec l'ancien fonctionnement et à construire notre propre fonctionnement aujourd'hui. Et on n'a pas pris des recettes toutes faites qu'on nous aurait filées en nous disant bah, « tenez, appliquez ça, ça marche ». Non, on a voulu construire nos propres outils. Et on constate les inconvénients de nos propres outils, donc on les corrige. Et à chaque fois qu'on voit un problème ou un écueil, on va se prendre la tête pour surmonter cette difficulté-là et mettre en place les solutions adéquates. Et peut-être qu'on n'arrivera jamais à un truc parfait, c'est pas grave. L'essentiel, c'est justement qu'on soit toujours vigilant au dysfonctionnement pour trouver des solutions. Et on n'est pas dans une confiance absolue dans des outils qui probablement ont aussi leurs inconvénients, mais qu'on risquerait d'accepter parce qu'on n'est pas dans ce souci de remise en cause permanente. Tu décris vraiment ce qu'était la démocratie chez les Grecs, hein. C'est-à-dire qu'on se donne nos propres lois, mais on ne dit jamais que c'est la loi définitive, on est prêt à en changer en permanence. Et il y a une formule que j'aime beaucoup, évidemment c'est rapporté par les auteurs anciens, quand il y avait une décision qui était prise à Athènes, hein, c'était la formule était le peuple démos, il a semblé bon au démos d'eux. Il a semblé bon, c'est-à-dire c'était pas comment l'affirmation d'un ordre, c'est voilà ce qui convient à ce moment-là, ça nous semble bon, mais c'est pas définitif, quoi. Et c'est en fait ça qu'on observe, hein, ça nous a semblé bon de nous organiser comme ça, mais on n'est pas cabré là-dessus, on évolue en permanence, quoi. Enfin on évolue, on est prêt à changer, quoi. C'est même l'essence de l'affaire, quoi. C'est pour ça que c'est fatigant la démocratie. Il n'y a rien d'arrêté.
Il doit y avoir pas mal de choses à déconstruire aussi, notamment autour de la gestion du pouvoir, la prise de pouvoir, de l'ego aussi. Comment réussir à déconstruire ça On peut en parler, hein, parce que on a vu ce que c'était que justement des échecs du fonctionnement liés à quelques égos, quoi. Mais ça nous a aussi appris beaucoup de choses. On a vu qu'effectivement, il faut absolument sortir que l'opinion qu'on a ou l'avis qu'on a ne soit qu'une contribution à l'émergence de quelque chose d'autre, quoi. Donc c'est pas quand une décision est prise, c'est pas ma décision, quoi. Même si ça correspond à ce que j'ai souhaité, c'est pas la mienne. De même que si c'était complètement opposé à ce que j'ai dit, c'est pas non plus opposé à moi, c'est quelque chose d'autre, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est une vraie déconstruction par rapport à nos habitudes, quoi. Enfin, ce qu'on a vécu jusque-là, quoi. Ça fait partie des transformations profondes, hein, que je vis depuis que je suis ici, quoi. Voilà. Oui, dans un banc de sardines, il n'y a pas une seule sardine qui dirige le banc. Mais si on retire chacun des individus du banc, il n'y a plus rien qui se passe. Et c'est ça qui est vraiment très parlant, particulièrement ici, mais je pense que c'est la réalité dans beaucoup d'autres écolieux. C'est le groupe n'est pas la somme de ces individus, des individus qui le composent. C'est beaucoup plus. 1 + 1 = 3. Et on en fait l'expérience très 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 régulièrement. Une fois que l'intelligence collective a fonctionné, par exemple une prise de décision ou un projet ne ressemble absolument pas à ce qui était proposé au début par une personne. Parce qu'il y a des retouches, et ensemble on arrive à trouver des choses qu'on n'aurait pas trouvées chacun de son côté. Donc c'est extrêmement riche, mais ça nous demande une discipline très particulière, une discipline collective. Donc ça, on l'a dit, il y a des prérequis pour pouvoir faire fonctionner l'intelligence collective au niveau du collectif, mais au niveau individuel, il y a besoin aussi d'une discipline et d'une vraie conscience de ce qu'on est au sein du groupe, pour ne jamais être tenté, ou que l'ego soit tenté de prendre le dessus et de faire valoir un avis individuel, parce que c'est pas ça qui compte. C'est au final la position du groupe qui va compter, pas la position de chacun de ses composants, même si chacun de ses composants est écouté et respecté. Et c'est justement là que c'est vraiment intéressant, c'est le groupe qui va modifier ses propos ou ses prises de décision par rapport à ce qui est exprimé par les individus qui le composent, mais c'est pas les individus qui vont modifier la décision du groupe. C'est peut-être pas forcément très clair, mais on a pu expérimenter et vivre le fait que même avec des beaux outils de gouvernance partagée, ça peut ne pas fonctionner. Il peut y avoir une prise de pouvoir, et c'est vraiment intéressant du coup d'aller travailler dans la gouvernance les moyens pour que le pouvoir n'échappe pas au groupe. Je dirais qu'on est en chemin, comme dans d'autres domaines. Mais là, c'est vraiment, on est chacun garant déjà du cadre. Et c'est cet investissement de chacun et cette responsabilité qui fait que il y a vraiment un cadre de sécurité qui se met en place. Et puis on est aidé aussi par des facilitateurs extérieurs. On a aussi la possibilité de chacun, quand un sujet est trop dur ou on rencontre justement des tensions sur la façon dont une situation s'est passée, ou bien même une décision a été prise, on peut le poser au centre et ensuite explorer comment... en tout cas, le fait de le prendre en compte, de prendre en compte chacune de ces difficultés, quand on en a conscience, ça permet d'évoluer et d'avancer, de mettre en place un cercle de parole éventuellement, de faire venir quelqu'un d'extérieur, ou juste de s'écouter. Et moi je dirais que ça repose beaucoup sur la confiance et la connaissance les uns des autres. Plus on se connaît et plus c'est facile d'échanger et de prendre des décisions et de faire confiance aux décisions qui sont prises par les autres, même quand on n'est pas présent. Cette confiance, elle nous permet de quelque part de montrer nos faiblesses, et le fait de pouvoir
montrer nos faiblesses va augmenter et notre confiance et la confiance des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super précieux. Et je voudrais ajouter que du coup, ça donne à ce fonctionnement qui est un fonctionnement pratico-pratique, quelque part, une dimension quasiment spirituelle, parce que ça nous amène justement à grandir dans la possibilité de lâcher prise, dans la possibilité d'évoluer. Et ça, c'est un truc qui est aussi super précieux, quoi. J'aurais peut-être quelque chose à ajouter pour moi sur le système. Peut-être pour moi le problème entre guillemets, c'est que c'est une démocratie, mais en même temps ça demande énormément de temps, parce qu'il y a beaucoup de temps de rencontres, d'échanges. Quand on est nombreux, c'est sûr qu'il faut avoir ces temps-là, mais du coup c'est une démocratie où tout le monde ne peut pas avoir ce temps-là, quoi. Et donc donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment confiance dans les autres pour que la vie de chacun soit quand même représentée, mais pour moi ça reste difficile à mettre en place quand même, quoi. Comme disait l'autre, la démocratie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est difficile et c'est long. En fait, c'est ça le problème, hein. En fait, il faut avoir aussi un autre rapport au temps, quoi. Et en fait, je pense que c'est à la fois difficile pour des jeunes de se dire faut prendre son temps, faut dépenser beaucoup de temps, mais c'est difficile aussi pour des vieux qui se disent il ne reste pas beaucoup de temps, donc faudrait pas qu'on traîne de trop, quoi. Mais bon, avec tout ça, on y arrive, et puis on arrive à prendre ça avec un peu d'humour aussi de temps en temps, quoi. Moi, je fais la place de l'ego dans le fait de vouloir participer à tout. Et j'ai expérimenté en arrivant ici ces décisions que je trouvais effectivement assez, pour moi, valorisantes, où on me demandait mon avis sur tout. Et très rapidement, j'ai expérimenté la vanité dans le sens de ces vins, en fait, de m'exprimer. Évidemment, j'ai toujours un avis à donner sur n'importe quoi, mais si je ne suis pas impactée, quel intérêt ça a? Et notre nouveau fonctionnement, pour moi, alors parfois je suis un peu désagréablement surprise parce qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas participé, mais normalement je peux toujours donner mon avis à un moment donné. Mais en tout cas, ça me fait gagner beaucoup de temps, et j'ai lâché cette histoire de si ça me concerne pas complètement, ou en tout cas si ça n'a pas des conséquences sur ma vie, bah, je vois pas pourquoi en fait je vais m'exprimer dessus, et je trouve que c'est un gain d'efficacité, de temps, et puis du coup une légèreté que je reprends en fait. J'ai un souvenir pour placer un étendoir, d'heures passées pour savoir s'il est placé à droite, à gauche, comment, et en fait c'est vraiment une perte de temps au-delà de la satisfaction d'avoir pu exprimer jusqu'au bout mon avis. Après 15 années de vivre ensemble, la population du hameau elle est vieillissante de fait. Alors on se demandait quel est votre rapport au temps et comment est-ce que vous envisagez l'enjeu du renouvellement des générations. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai envie de parler là-dessus, parce que c'est un peu mon dada aussi. Je parle très très souvent de recherche de mixité sociale et générationnelle. Et en fait, actuellement, on a un montage juridico-financier qui ne favorise pas justement le renouvellement des générations. Et on est en train de travailler là-dessus, en se faisant accompagner pour justement aller vers un montage qui permettrait l'accès à des gens qui seraient, disons, qui auraient de moins grandes poches et pleines de sous, d'accéder à des logements ici. Donc ça, c'est quelque chose c'est un chantier sur lequel on est actuellement. Donc c'est difficile d'en parler de plus précisément, mais c'est un chantier qui a soulevé l'enthousiasme de tout le monde. Pas forcément de la même façon pour tout le monde, mais en tout cas, c'est un chantier qui a soulevé l'enthousiasme de tout le monde et qu'on va vraiment essayer de mettre en œuvre très très vite, et qui nous redonne justement ce qui est formidable avec le fait de rentrer dans ce chantier. Ça nous redonne une dynamique, ça nous redonne une envie d'agir et d'aller de l'avant, qui était depuis quelque temps un petit peu, sous le boisseau. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le hameau des Buis se présente juridiquement sous une forme de coopérative, où
de manière statutaire, on aurait une représentation avec en gros une personne, une voix, même si le nombre de voix importe peu, dans la mesure où on ne compte pas voter et où on compte prendre les décisions au consentement. Mais c'est vraiment important on veut vraiment arriver à un endroit où la forme juridique ne serait pas source de prise de pouvoir ou de prise de bénéfice. Donc c'est un de nos gros chantiers, c'est de se débarrasser totalement de ces enjeux de pouvoir, ces enjeux d'argent, pour pouvoir simplement vivre nos valeurs tranquillement et en ayant la confiance qu'on ne sera pas parasité par ces trucs d'un ancien monde. C'est vraiment notre chantier, ça, en ce moment-là. On est parti là-dessus. Hein. Ah oui. Ouais. Et en se faisant accompagner par des gens qui sont vraiment compétents et expérimentés dans ce domaine-là. Les passages, par exemple. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Par exemple. On essaie de travailler à la suite de la naissance ici d'une association originale qui s'appelle les Hameaux Légers. On les a hébergés pendant 2 ans ici et évidemment ils nous ont donné des idées et notamment on a en projet d'essayer d'obtenir une zone pour la construction d'habitats légers réversibles, quoi. Bon, c'est pareil, c'est en chantier, ça avance pas beaucoup pour l'instant, mais quand même, ça peut avancer. Donc ça serait une façon de voir la diversité. Un peu. Et on est un certain nombre ici à se dire qu'en fait, on ne partira que les pieds devant, quoi. Donc, ça veut dire que c'est pas, sauf si effectivement on a une perte d'autonomie, etc. Et donc on réfléchit aussi à des systèmes de solidarité. Enfin, on a une solidarité effective, mais voir plus concrètement comment ça pourrait se mettre en place. Et alors il y a une opportunité qui vient d'arriver et qu'on a saisie assez facilement, c'est que le père d'une habitante qui est atteinte d'Alzheimer a candidaté pour vivre ici. Et ça nous fait, enfin je dirais, ouais, ça nous met en rapport avec une situation réelle d'un type de vieillissement qu'on peut-être on va devoir gérer un jour ou l'autre. Et là, je crois qu'on va observer ça d'assez près. Et en fait, on est assez intéressé à vivre ça parce que ouais, c'est quelque chose qui existe. On le sait, mais là, on va le voir de très près et concrètement, quoi. Même s'il y a déjà beaucoup de solutions hein, pour ce cas-là, il y a beaucoup de choses qui sont en place, mais ça devrait nous inspirer aussi sur la façon de développer peut-être une solidarité pour le vieillissement, quoi. Mais quand même, le gros truc qui nous intéresse, c'est qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent, quoi. Des jeunes actifs qui viennent. Je rebondis sur actifs. Avant d'arriver, j'avais lu le projet où il y avait des retraités, des actifs. Et quand je suis arrivée ici, j'ai observé qu'il y avait des actifs et des suractifs. Et en fait, je ne me faisais pas du tout l'idée de la retraite comme ça. C'est-à-dire qu'ils font à peu près 10 fois ce que je fais. Autant intellectuellement que physiquement, je suis stupéfaite par la vitalité. Ça me fait beaucoup moins peur. Ça me donne même envie de voir mon avenir comme ça. Je me dis, si c'est ça, vieillir, ben allons-y, je suis prête. Ouais, c'est vrai qu'on vieillit pas mal ici. Hein. Et physiquement et intellectuellement. Ça, ouais. Et joyeusement, moi je dirais pour moi. Ouais. Ouais, franchement, joyeusement. Alors nous, on est venu, notre famille, on est venu parce qu'il y avait une école sur place et quand l'école ne nous a plus convenu, on a fait l'école à la maison. Il n'était pas question de faire des kilomètres pour emmener nos enfants dans une école. Déjà, on n'était pas prêt à les mettre dans une école dite conventionnelle, mais en plus, c'était pas de faire des kilomètres, d'utiliser une voiture, un moyen de locomotion pour les y emmener. Et donc le fait que cette école existe depuis cette année, ça stabilise notre présence sur place. Effectivement, ça pourrait aussi motiver des familles à s'installer ici. Parce que pour des familles qui ne souhaitent pas faire l'école à la maison, et on ne sait pas aujourd'hui combien de temps on va encore pouvoir le faire en France, eh bien, s'il n'y a pas d'école alternative, c'est un non-sens. Les maisons ne sont pas prévues pour ça. À la base, c'était un projet pour des maisons, pour des retraités. Et donc, les maisons ne sont pas vraiment faites pour des familles. Mais ça a un avantage parce que quand on a une petite maison,
Un peu comme Mélanie disait sur quand on n'a pas de cuisine, on va manger dans la cuisine locale. Quand on a une petite maison et peu d'espace pour jouer, on joue dehors. Donc on a des enfants qui sont beaucoup à l'extérieur, quel que soit le temps. On a moins de ménage et moins de rangement à faire aussi. C'est un avantage. Et sur la mixité, moi je vois que habiter dans un habitat léger, sans cuisine et sans salle de bain, justement, évidemment, ça s'adresse à un certain type de population, parce qu'avec des enfants, c'est moins évident. Et il y a aussi que c'est un choix de vie. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas que des gens qui avaient de l'argent en arrivant, et qui étaient en fin de vie ou en fin de carrière. Il y a des gens qui ont emprunté, et ce qui signifie aussi un engagement qu'on peut ne pas vouloir avoir, en fait, de devoir... si on n'a pas ces obligations-là, c'est tout aussi agréable en fait d'avoir un logement où on paye très peu. Et certes, on a moins de confort, mais on a aussi moins d'obligations matérielles. Donc je pense que c'est aussi un choix de vie. Mais c'est vrai qu'on va vers une diminution de cette liberté. Et si on a créé l'école avec d'autres familles, c'est parce que de toute façon, même avant que la loi passe, il y a un durcissement de la part de l'éducation nationale sur les contrôles préalable en fait, dont on n'a pas entendu parler parce que c'est pas médiatisé du tout, ça concerne une toute petite frange de la population, mais on avait une pression de l'éducation nationale telle que même ceux qui avaient envie de continuer l'école à la maison sont passés par une école qui respecte le rythme d'apprentissage des enfants, mais école néanmoins. Ouais, je trouve ça super inspirant d'avoir justement parmi cette mixité d'âge aussi, d'avoir une école au milieu qui va amener cette énergie aussi. La présence d'une école dans un lieu relativement isolé en Ardèche comme le hameau des Buis, c'était pour les familles qui sont venues s'installer ici, c'était une condition nécessaire d'avoir une école. Aujourd'hui que le hameau des Buis cherche à s'autonomiser totalement de la ferme des enfants, il fallait en effet garder cette attractivité-là. En tout cas, déjà cet aimant pour les familles qui sont sur place. À partir du moment où on décide que nos enfants n'iront plus dans telle école, il faut qu'on trouve une solution. Donc c'était nécessaire pour nous de nous organiser pour nos enfants pour pouvoir rester, mais c'est une très bonne chose pour le hameau d'avoir toujours ce pôle d'attractivité pour d'éventuelles nouvelles familles plus tard. Voilà, ces familles-là pourront choisir, avoir un vrai choix d'instruction de leurs enfants. C'est assez... essentiel. Il y a déjà des familles justement qui sont attirées, qui ont manifesté leur intérêt pour venir rejoindre le hameau des Buis et cette petite école. Actuellement, le facteur limitant, c'est les logements. Actuellement, donc tous les logements sont soit habités, soit réservés. Et donc, pour qu'une nouvelle famille vienne, il faudra qu'un logement se libère, et donc c'est vraiment le facteur limitant actuellement. Moi je suis ravie que cette école existe. C'est une petite école qui du coup est dans un logement, c'est-à-dire dans un environnement sain au niveau matériaux, avec une éducatrice bienveillante et pleine d'idées et pleine de ressources. Mais pour moi, la grande richesse de ce lieu, c'est l'école non-stop dont mes enfants profitent du matin au soir. C'est d'aller faire la choucroute avec Françoise, de rencontrer des personnes qui voyagent et qui viennent nous rencontrer, d'aller à la chèvrerie, d'aller au maraîchage. C'est toutes les rencontres qu'ils font tous les jours avec nos voisins, avec toutes sortes d'histoires, de compétences, d'énergie. Enfin voilà, c'est vraiment cette école-là, moi, qui m'a attirée et qui me plaît. Faire collectif, c'est pour les anciens accepter le changement et pour les nouveaux accepter l'histoire. L'Arche de Saint-Antoine. Pourquoi est-ce qu'elle résonne en vous, cette citation ? Moi, je sais que l'histoire de ce hameau a fait partie des critères qui m'ont fait choisir de quitter les côtes bretonnes pour venir ici, quoi. C'est quand même très intéressant concrètement. En fait, cette phrase, elle est très concrète, parce qu'ici, on est vraiment dans le fait qu'il y a une histoire lourde de ce hameau, qui même débouche sur
débouche actuellement sur un conflit, quoi. Mais on voit bien qu'il faut à la fois tenir compte de cette histoire-là et très concrètement, on vise à dépasser, à accepter à la fois cette histoire-là, mais aussi à faire autre chose, quoi. Et en fait, là, c'est même plus une question d'ancien et de nouveau. Je crois que c'est que tout le monde, il faut que tout le monde accepte, accepte ce principe-là, quoi. L'histoire, c'est quelque chose qui nous amène dans une direction, comme disait Christine tout à l'heure, hein, il y a un certain alignement là-dessus. Il y a eu une déviation à un moment donné. Justement, c'est intéressant de voir qu'il y a un alignement et quel type de déviation il peut y avoir. Donc c'est tenir compte de cette histoire-là et puis accepter aussi de changer pour aller vers autre chose, quoi. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'elle a été mise là, quoi. Elle a été mise là à un moment où on était justement bloqué, confronté à le projet, c'était ça, Pas autre chose. et pas autre chose. Et donc le projet était en décalage complet avec la réalité, mais il y avait un blocage sur le projet doit rester ce qu'il était initialement. Et je pense que ça aurait pu être la mort du collectif. C'était vraiment, il y a eu un moment tangent et d'un seul coup, le mouvement de la vie qui a pris le dessus sur la théorie. Et je pense que c'est à ce moment-là où on s'est vraiment rendu compte que si on ne prenait pas en compte toutes les énergies nouvelles et toute la réalité de ce qu'on vivait et qu'on restait sur des principes passés, on ne pourrait pas respirer en fait, on ne pourrait pas continuer, mais que néanmoins, c'est pas parce qu'on arrive et qu'on a une nouvelle énergie qu'on doit faire une croix sur tout ce qui est derrière soi. Et il y a eu aussi ce problème, de la même façon que certains sont restés, les fondateurs sont restés à un moment donné, de mon point de vue, bloqués sur leur idée de départ. Il y a eu aussi pour certains nouveaux, dont je faisais partie, la non-reconnaissance de ce qu'ils avaient fait et apporté. Et je pense qu'il y a eu un équilibre qui s'est fait là-dessus. Et on a fait un vrai travail au niveau du groupe pour que cette reconnaissance soit conscientiser en fait, gratitude de ce qui a été et puis confiance dans ce qui est et de ce qui va être et se détacher de ce qu'on avait projeté. Cette phrase, elle est revenue du premier festival Oasis, c'est Corinne qui l'a ramenée. Merci. Elle avait participé à un atelier avec Guillaume Gardette qui était des engagés de l'Arche de Saint-Antoine. Et donc c'était vraiment important. Je pense qu'après ce premier festival Oasis, il y a eu des prises de conscience de certains d'entre nous que c'était possible de rester aligné tout en comment dire, de garder l'alignement des valeurs et de changer de direction de l'action. Et ça, c'était quelque chose c'est une prise de conscience qui est venue très 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 progressivement. Le premier festival Oasis, c'était il y a bientôt 4 ans, maintenant 3 ans et demi. Et donc, ces 3 ans et demi, pendant ces 3 ans et demi, il y a eu un mouvement très très progressif et en même temps très, très fécond de regard sur la façon dont les valeurs étaient prioritaires par rapport à des choses qui se passaient. Et donc, il y a eu, effectivement, il y a 3 ans et demi, le collectif n'existait quasiment pas. Et cette prise de conscience, justement, de priorité des valeurs et de l'alignement auquel nous tenions, a petit à petit constitué le collectif et nous a permis de commencer à nous écouter vraiment, de commencer à nous faire confiance vraiment les uns les autres. Et c'était d'ailleurs super important parce que juste avant ça, il y avait quand même plusieurs personnes extrêmement précieuses dans le collectif qui étaient parties parce qu'ils avaient le sentiment que le collectif n'existait pas. Et donc c'était vital pour nous de vraiment d'avoir cette prise de conscience et de la mettre en marche dans nos actes et pas plus seulement par une vitrine affichée qui ne correspondait pas du tout à notre vécu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que vous souhaiteriez partager pour conclure Il y a 2 ans, j'ai reçu la visite de ma maman
qui est venue pour la première fois, et de mon père d'ailleurs, qui sont venus pour la première fois au hameau. Donc elle a grandi dans une ferme. Et elle était assez attristée et affligée même qu'on doit vider nos toilettes, couper du bois pour se chauffer. Et pour elle, c'était vraiment... Elle m'a dit, mais vous êtes reparti... quel est l'intérêt en fait de repartir comme ça dans le passé, de revenir en arrière et de... Et puis, 15 jours après, mon neveu arrive, 20 ans, parisien, école d'ingénieur, il passe quelques jours ici. Et en partant, il me dit, c'est incroyable, mais vous vivez carrément dans l'avenir. Et je me suis dit, waouh, voilà. Je vais ressortir une anecdote qui a été très, très déterminante, essentielle pour moi. J'ai discuté beaucoup avec une de mes petites filles, qui à l'époque avait 20 ans, avant de décider de venir ici, quoi. Et puis on discutait, et comme vous avez compris, on discutait politique. Et alors, à un moment donné, elle me dit, oui, bah papy, tout ça c'est bien beau, mais toi concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour changer ce foutu monde? J'avoue que, à part répondre classiquement, bah, j'ai fait 68, hein, mais elle m'a dit oui, mais 68, ça fait un demi-siècle qu'elle m'a répondu, quoi. J'ai dit bah oui. Et puis quelques temps après, donc, elle a su que j'avais choisi de venir ici, et puis, alors, d'ailleurs, toute surprise et tout, puis elle me dit, tu sais, papy, je raconte ce que tu as fait, hein, et ben j'en suis fier. Donc voilà, moi ça y est, rien que pour ça, je suis content d'être venu ici. Et d'ailleurs, elle est venue ici, et c'est pareil, elle est complètement, à 25 ans maintenant, elle est bien dans ses perspectives d'avenir, mais qui ressemblerait à ce qui se passe ici, quoi. Salut Loïs, si tu m'entends. Ben, je pense qu'une chose qui est essentielle, c'est d'oser vraiment la souplesse, mais de jamais perdre l'étoile, quoi. Pour moi, c'est de plus en plus évident que la forme, elle doit changer, mais ce qu'on a choisi comme étoile, ça, c'est quelque chose qui reste. C'est beau comme du Saint-Exupéry. Merci. Merci. Merci pour ce partage. Moi, je le considère en fait, le fait de votre présence ici comme une synchronicité qui nourrit en fait justement notre besoin d'ouverture et notre besoin de nous faire connaître autrement que par des mythes, quoi. Parce que on a bien vu avec le groupe d'étudiants qui a contacté Philippe Bertrand de Carnet de campagne, et Philippe Bertrand qui disait mais pourquoi vous allez au hameau des Buis, c'est la merde là-bas. Bon ben voilà, c'est pas la merde au hameau des Buis, pas du tout, et c'est important pour nous de comment dire, que notre voix soit entendue d'une autre façon que ce qu'elle est entendue dans d'autres canaux, quoi. Et donc, pour nous, c'est un cadeau que vous soyez là, et ça, c'est un grand merci à vous, quoi. Ça nous conforte de deux manières. Ça nous conforte à la fois dans notre volonté d'accueillir le plus possible de personnes, de jeunes, de moins jeunes, de toutes les cultures, enfin voilà, que ce soit vraiment, que le hameau soit un lieu de passage. Ça nous conforte vraiment, c'est au moment où on a besoin de communiquer autrement, qu'on tombe sur vous et qui nous proposez de communiquer autrement. Voilà. Et donc ça nous donne aussi confiance dans le fait qu'on a déjà expérimenté plusieurs fois que la vie nous apporte les solutions. Et avoir confiance en la vie. Ouais. Absolument. C'est le pouvoir de l'intention. Chouette de finir sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci.